Le lien est explicité par Nerval lui-même, mais avec sa fameuse discrétion, qui fait qu'on ne remarque pas du premier coup. Discrétion littéralement suicidaire, si je puis dire dans son cas. Je fais allusion à un superbe texte de Baudelaire, un grand texte où Baudelaire vibre dans une de ses grandes colères dont il a le secret, que le gentil Gérard a rarement. Baudelaire tape sur la table contre quelqu'un qui avait fait un brûlot contre ces poètes maudits, on a marre de leur spleen, de leur souffrance, il faut être heureux, devoir de bonheur déjà. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont pas heureux? Voilà, un type pré-nietzschéen déjà, quoi, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Cet esprit de pesanteur, je parle en termes nietzschéens. Il faut être heureux peut-être. Ouais. C'était M. Vime, il y avait l'autre aussi. Bref. Et dans un projet de lettres tellement colérique qu'il n'a pas envoyé tout de suite, à un moment donné, il dit « Et il y a un an, jour pour jour, un homme, un écrivain admirable, et qui fut toujours lucide, il parle de Nerval, à son époque, et qui fut toujours lucide, alors que c'est la folie de Nerval qui va créer sa légende. C'est bien, et qui fut toujours lucide, c'est souligné, a choisi l'une des rues les plus noires de Paris pour délier son âme, avec une discrétion qui ressemblait à du mépris. » C'est ça que je veux rappeler. Donc, je veux dire par là que Nerval, c'est pas Joyce. Il va pas mettre Ulysse, en gros, comme titre de son ouvrage. Là, c'est clair, la référence est explicite dès le titre. Là, c'est plus emblématique. Non, Nerval, il attend. Un peu comme celui qui va consulter le psychanalyste, qui attend les dernières secondes, quand le psychanalyste dit « Bon, ben écoutez, hein, il nous reste 10 secondes, ou alors c'est la prochaine fois », et qui tout d'un coup se met à table et l'a dit tout de suite, tu vois, alors qu'il s'était tu jusque-là. Nerval, la dernière page de son texte, puisque le lecteur va le quitter, tout d'un coup, fait surgir dans sa nouvelle, je vais après expliciter quel est le pitch de la nouvelle, tout ça, mais fait surgir de sa nouvelle, tout d'un coup, un personnage qui dialogue avec l'auteur, avec lui-même, qui surgit, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est le lecteur lambda, visiblement exaspéré par tous ces détours, surtout qu'on n'a toujours pas retrouvé le bouquin, on est à une demi-page de la fin, et qui lui dit « Allez, et puis toujours, vous avez imité », et là commence une cascade un peu humoristique, vous avez imité Diderot, qui avait imité Sterne, qui avait imité Swift, qui avait imité Merlin Cocaille, qui avait imité Rabelais, et bien sûr, puisque on cherche à chaque fois le modèle, ça finit par buter sur le premier modèle, sur Homère, et tout d'un coup, dans la dernière page, quand ce ne serait que l'auteur de l'Odyssée qui fait tourner son héros pendant 10 ans autour de cette fabuleuse Ithaque dont la reine faisait et défaisait, tout d'un coup il crache le morceau. Et la preuve que c'est pas moi qui établis un rapport entre les deux, mais que la quête, on va montrer après que le pitch officiel de cette nouvelle, c'est la quête d'un livre qu'il avait rencontré par hasard sur les quais et qu'il ne trouve plus une fois à Paris dans les bibliothèques ni dans les librairies. Je vais revenir là-dessus. Mais ce livre, Histoire de l'abbé de Bucquoy, un livre du XVIIIe siècle, la preuve que c'est bien ce livre qui représente Ithaque, c'est-à-dire ce qui devrait être la fin, le terme de la course, de la quête, du voyage, et la fin des détours, c'est que le lecteur dit « Oui, mais Ulysse a fini par retrouver Ithaque, lui au moins !» Et Nerval répond « Et j'ai retrouvé l'abbé de Bucquoy. » Donc le rapport est première manière de répondre à ta question. Quel rapport je vois? D'abord le rapport que fait Nerval, même avec sa discrétion. Hein, Nerval, il faut toujours cesser de titiller au sens structuraliste du terme. Par exemple, dans Sylvie, nouvelle en prose apparemment autobiographique, une espèce d'élégie, vue de loin comme ça, un genre assez courant, surtout à l'époque. À un moment donné, il parle de Sylvie, de son petit village, là dans le Valois, son petit hameau. C'est toujours un hameau d'ailleurs. Et il dit « J'aime beaucoup sa fenêtre où le pampre s'enlace au rosier. » Tu vois, on glisse dans la phrase de Nerval. Elle est tellement transparente qu'on glisse, ou comme la musique de Schubert, elle est tellement transparente comme l'eau dans laquelle s'ébat la truite, ou le ruisseau que longe le banni de liesse de la belle Meunière. C'est tellement clair et transparent qu'on franchit l'eau sans y prendre garde et qu'on s'y noie. J'aime beaucoup cette fenêtre où le pampre s'enlace au rosier. Tu me diras, pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'y a rien à remarquer là? Même les comparaisons sont assez classiques. Oui, sauf que dans les chimères, alors là, on est dans les poèmes, dans le ton de la folie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Piron, perte de l'identité. Hein, dans les chimères, il est marqué « Et rends-moi la treille où le pampre à la rose salit. » Tac!
tout d'un coup on a exactement la même image, le pampre enlacé, ici allié au rosier, et on s'aperçoit que c'est pas du tout comme on croyait. Ben oui, il y avait sans doute un petit pampre et un rosier sur la fenêtre de Sylvie, nouvelle réaliste, tu vois le piège où on était. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui, un signifiant qui s'impose tout d'un coup là, qui surgit de sa plume. Et bien là, quand il cite tout d'un coup à la fin, après tant de références, l'auteur de l'Odyssée, le rapport est établi. Il y a une deuxième chose pour répondre à ta question. Tu dis, j'ai bien compris l'histoire des deux carnages, carnage initial, carnage final. Mais la symétrie entre les deux, en mathématiques, on étudie bien les symétries. Et on sait qu'il y a symétrie là où il y a un élément invariant, ce qu'on appelle l'axe de symétrie, ce qui ne bouge pas pendant les transformations, on peut parler en termes mathématiques. Eh bien, l'invariant, c'est que c'est Ulysse à chaque fois qui est l'instigateur du carnage. Il ne faut pas oublier ça, c'est l'élément important. Non seulement il y a deux carnages, mais ils sont d'autant plus symétriques que c'est même instigateur qui ourdit le sac de Troie grâce au subterfuge du cheval. C'est bien Ulysse qui en a l'idée, pas moi qui l'ai inventé. Et qui, bien sûr, de son arc, avec une autre ruse, déguisé en mendiant, fait le carnage des prétendants, à la fin. Alors, on dira pour l'instant mince rapport. Mince rapport. D'abord, on est loin du carnage quand on est Nerval, on est dans les paysages brumeux du Valois, dans le paysage intérieur, on pourrait dire les étangs, les bois, les souvenirs des siècles passés, les abbayes, les châteaux, les noms propres, déjà avant Proust, le nom du pays, le nom, les toponymes. Oui, sauf que au fur et à mesure qu'on avance dans notre promenade dans le Valois, les cadavres se multiplient. Curieux. Dès qu'on visite une abbaye, un machin, il faut qu'on aille au cimetière, il faut qu'on regarde les tombes. Et d'une manière générale, le décor est toujours frappé par, sinon par une mort, par un déclin. Le titre, c'est Angélique. Mais déjà, le titre pose un problème, car c'est un titre tardif. Nerval l'avait d'abord titré Les faux saulniers, les trafiquants de sel. Parce que l'histoire de la butte Bucquois met en relation avec des bandes très organisées à l'époque, qui étaient genre de Robin des Bois, un petit peu truands, un peu résistants face à la police royale, qui faisait le trafic du sel, qui était un monopole royal avec la gabelle. Donc, cette nouvelle a s'appelé d'abord Les Faux Saulniers, trafiquants de sel, puis, et elle est apparue en 1850, c'est important, au mi-temps du siècle. Nerval met beaucoup de temps à oser publier à son compte, si je puis dire, pas à son compte au sens éditorial, mais je veux dire en parlant avec sa propre voix. Jusque-là, il était connu comme un pigiste, comme un rapporteur, comme un type qui faisait des recensions de spectacles, d'articles. C'était un besogneux de la littérature. Il faut voir le premier volume de la Pléiade, et des trois volumes de la Pléiade de Nerval. Le premier volume, qui est le plus gros et presque constitue uniquement de ses articles. Il a fait un travail de forçat considérable, qui jouait un rôle d'ailleurs dans sa maladie à la fin, et un surmenage. Les problèmes de théâtre et les rédactions d'articles. Donc il y a ça, et là il se risque tout d'un coup, dès la moitié du siècle, à des récits en prose, et où il commence à dire « je » pour son propre compte. Le premier long récit en prose, c'est Le Voyage en Orient. Je mets de côté sa production poétique, qui est liée à des rythmes de crise de folie intermittente, je pense aux chimères en particulier, je passe son œuvre en prose. Et surtout, donc, des récits de voyage, Le Voyage en Orient, la Lorlaï, qui reprend, sous forme de compile, plusieurs textes sur les voyages qu'il faisait dans les pays germaniques, en gros, aussi bien la Hollande que l'Allemagne. Et enfin, Les Filles du Feu, un recueil de nouvelles qui est, bon, peut-être son œuvre la plus connue avec Aurélia et les Chimères, on parle des titres emblématiques de Nerval. Et Angélique est la nouvelle qui ouvre le recueil, qui initie la série des Filles du Feu.
premièrement, j'ai toujours pas dit de quoi ça parle, mais je l'ai situé. Donc, première nouvelle d'un recueil en prose qui relève de l'époque où Nerval inaugure sa veine prosaïque. Et au milieu du siècle, je dirais ça avant de dire le pitch, une dernière précision, c'est-à-dire au moment où le romantisme, qui a été le grand mouvement qui depuis fin 18e et début 19e a envahi pratiquement toute la littérature, la réflexion, et pas seulement la littérature, l'histoire, la musique, bref, le romantisme commence à passer de mode. Dans les manuels de littérature, on sacre officiellement la fin du romantisme par l'échec de la pièce de Hugo Les Burggraves en 1853. Donc ça correspond à peu près, quoi. Hein, le romantisme est en train de passer la main. À quoi? Je parle comme dans pour l'instant, les histoires, les littératures, hein, je veux dire. Je reprends des découpages bien connus. Ça dépend des genres. En poésie, il est en train de céder la main au Parnasse. En prose, il est en train de laisser la voix aux réalistes. Ça va être, bien sûr, après la grande génération des poètes romantiques, ça va être les grands romanciers, bien sûr, et Stendhal, et Flaubert, et Zola, jusqu'à la fin du siècle. Voilà. Donc le romantisme est en train de passer la main. Mais il n'y a pas encore la révolution inaugurée par Baudelaire de la modernité, qui est celle qui renvoie dos à dos les réalistes et les romantiques, et qui fait la synthèse dans laquelle baigne encore la modernité du point de vue de ces tentatives d'explicitation et de formalisation. On aura l'occasion d'y revenir. Formalisme, le symbolisme, impressionnisme, peu importe pour l'instant. Avec ça. C'est le rôle que Baudelaire y a joué, l'essence là. Mais Nerval, justement, et surtout en 1850, et entre les deux, il n'y a plus le romantisme. Et il n'y a pas encore la modernité. Il ne peut pas s'appuyer comme les Baudelaire, comme les Rimbaud, les Verlaine, les Mallarmé, sur un précédent baudelairien. Hein. Rimbaud dit Baudelaire est le premier des voyants, roi des poètes, un vrai dieu. Mais la forme, si vantée chez lui, est mesquine. C'est un geste sans pitié. Il a vécu dans un milieu trop artiste. Voilà. Bref. Mais, voilà, il y a un acquis. Ça y est, le mouvement a été lancé par Baudelaire. Avec Nerval, donc c'est assez unique ce texte. Parce que je vais vous montrer qu'il va exprimer exactement tous les thèmes qui vont se développer à partir de Baudelaire jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Je dirais de Baudelaire à Kafka, pratiquement. Mais, si on ne lui impute pas cette importance, etc., c'est parce qu'encore une fois, ça relève de cette fameuse discrétion suicidaire, hein, qui est un petit peu typique de son comportement, sans jamais bouleverser apparemment les formes et les styles, même si on dit qu'il a une prose incomparable, n'empêche qu'il se moule aisément dans des conventions, apparemment. Sauf, je ferai une petite exception, pour le problème du rêve. Il le sait, il en est conscient, il est le premier, après Jean-Paul dans la littérature allemande, à avoir intégré le rêve comme matériau littéraire, il est presque dire classique. Nous sommes en 1850, allons-y maintenant pour le pitch. Le narrateur de cette nouvelle, qui parle à la première personne, s'adresse à monsieur le directeur du National, donc un contrat pour envoyer avec une périodicité de feuilleton des articles, et il lui avait promis justement un article sur l'abbé de Bucquoy. Comment il a été en contact avec ce personnage? Eh bien, il était en voyage, comme toujours Nerval le baladeur, il ne dit pas pourquoi, ni quel était l'objet du voyage, mais la nouvelle commence sur les rives du Main, M-A-I-N, du Main à Francfort sur le Main, avec la célèbre foire aux livres, bien sûr. Il est en train de feuilleter les bouquins des bouquinistes, là, les quais du Main, Mein Lust, comme disent les Allemands, au plaisir du Main. Et il tombe par hasard, dans ses recherches, sur un ouvrage avec un titre de plusieurs lignes comme on faisait à l'époque, événements des plus rares, ou histoire du sieur abbé comte de Bucquoy, singulièrement son évasion du Fort-l'Évêque et de la Bastille, avec plusieurs ouvrages vers et prose, et particulièrement la gamme des femmes. Étrange, gamme, G-A-M-E, avec un seul M. Et particulièrement la gamme des femmes, se vend chez Jean de France, rue de la Réforme à l'Espérance, à Bonnefoy, 1719. Il trouve ce bouquin, il veut l'acheter, parce que ça l'intéresse. Voilà, j'aurais été passionné par la période qu'on appellerait aujourd'hui baroque, disons, il
dévorait les scarons, les romans comiques. Et il veut le payer, et ça arrive souvent dans ses voyages, comme il a une pudeur, cette discrétion, pour contourner le fait de dire au lecteur qu'il est fauché, et, bon, il n'avait pas les sous sur lui, quoi. Et, oh, ben c'est pas grave, je serai dans 2 jours à Paris. À Paris, on trouve tous les bouquins. Ce qu'on ne trouve pas à Francfort, en matière de livres, c'est sûr que je le trouverai à Paris. Et là commence la nouvelle, une espèce de course-poursuite à travers les escaliers, les dédales et les salles, les enfilades de salles des bibliothèques, des libraires spécialisés, et le livre se dérobe. Tantôt, on l'a mal classé, tiens, problème de genre. Peut-être qu'on l'a classé parmi les romans. Mais le problème n'est pas là. C'est une catastrophe pour Nerval, le fait qu'il ne le trouve pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Là, le pitch commence pour de bon. C'est qu'entre-temps, pendant qu'il était en voyage, est parue une loi en France. Mais c'est réel, hein, il faut consulter le journal officiel. C'est qu'un amendement est paru, un amendement qui porte le nom de son inspirateur, l'amendement Riancé, lequel interdisait aux auteurs la publication de romans feuilletons, de romans historiques feuilletons. Ce qui faisait la gloire à l'époque de Dumas qui était copain de bahut de Nerval. Gautier, Dumas et Nerval étaient ensemble à Charlemagne. Et donc, tu vois, un peu, si Dumas ne peut plus faire de romans historiques, où ça va. La censure disait, ou bien vous faites du roman, on dirait aujourd'hui une fiction, ou bien vous faites de l'histoire, le réel. Il n'y a pas entre les deux. Et comme M. Dumas, on ne sait plus, là, si c'est tout d'un coup la fiction, du réel. Bon, ouais. Et il y a une dimension politique évidente, hein, parce que le public suivait avec enthousiasme ces romans. C'était Eugène Sue, qui était très populaire, en particulier, le Mystère de Paris, dans les journaux. Et c'était ce même public qui grondait sur les barricades. Donc la popularité du roman feuilleton a été émouvoir les gouvernements Guizot et autres contre-révolutionnaires. Bon, donc, Nerval résume la situation comme ça. À mon retour à Paris, je trouvais la littérature dans un état de terreur inexprimable. Le mot est fort pour Nerval, l'humour, mais quand même, je ne choisis jamais ces mots au hasard. Terreur. Mais ce n'est pas la terreur rouge, c'est la terreur blanche, apparemment. Par suite de l'amendement Riancé à la loi sur la presse, il était défendu aux journaux d'insérer ce que l'Assemblée s'est plu à appeler le feuilleton roman. Tiens, c'est curieux, merci, à l'époque, l'Assemblée. Le feuilleton roman. J'ai vu bien des écrivains étrangers à toute couleur politique désespérer de cette résolution qui les frappait cruellement en leur moyen d'existence. Moi-même, je développe parce qu'il y a tout le problème de la classification en genre que je vais développer plus tard et qui est déjà posé. Moi-même, qui ne suis pas un romancier, je ne suis pas un Dumas, Nerval, c'est pas la grande forme, c'est pas le long souffle, c'est pas le roman fleuve. Hein. Moi-même qui ne suis pas un romancier, je tremblais en songeant à cette interprétation vague qu'il serait possible de donner à ces 2 mots bizarrement accouplés, feuilleton roman. Et pressé de vous donner un titre, j'indiquais celui-ci, La Butte Bucquois, et donc vital pour Nerval, de trouver le livre pour bien prouver à la censure et à la police que c'est bien un document historique qui fait de l'histoire d'un personnage qui a existé et non pas qu'il est en train de fabuler. Sinon, il envoie son journal à la ruine et lui aux premières loges. Voilà le pitch. C'est moi le bouquin. J'y reviens, se dérobe. Un jour, la bibliothèque de l'Arsenal, elle l'avait, mais elle est fermée, sans qu'on indique la date de réouverture. Une autre fois, on ne peut pas le trouver parce qu'on est en train de réaménager complètement la bibliothèque Sainte-Geneviève parce qu'il y a eu des rongeurs, il y a un humour, des rongeurs qui sont arrivés dans les caisses. Et il dit on a le choix entre la souris d'Athènes et le rat cosaque de Russie, hein, qui dévore les manuscrits. Le livre se dérobe. Et Nerval multiplie les prétextes pour ne pas le trouver. Des fois, il y a presque de la désinvolture vis-à-vis du lecteur. Mais j'ai mis du temps à m'en apercevoir à cause de sa discrétion, parce qu'il est toujours très courtois, merveilleux, on est charmé. Ça prouve donc qu'on ne voit pas qu'il se fout de nous, quelque part. Je veux bien, admettons, on ne peut pas vérifier que la bibliothèque est fermée. Ça, je ne peux pas dire que, tu vois, c'est un argument. On ne peut pas se procurer le bouquin, la bibliothèque est fermée. Mais que dire, par exemple, une fois, d'un argument comme ceci. Il m'est encore venu une idée, après déjà 40 échecs d'établissements consultés pour trouver le bouquin. Il m'est encore venu une idée. La bibliothèque de l'Arsenal, vous voyez ce que je dis, près de Sully-Morland, là-bas. Très belle bibliothèque qu'on ignore trop à Paris. La bibliothèque de l'Arsenal est en vacances, mais j'y connais un conservateur. Il est à Paris, il a les clés. En fait, il s'agit de Charles Naudier, écrivain qui a été un des tuteurs littéraires de Nerval et qui a dirigé la bibliothèque de l'Arsenal.
Il a les clés, il a été autrefois très bienveillant pour moi, il voudrait bien me communiquer exceptionnellement ce livre, qui est de ceux que sa bibliothèque possède en grand nombre. Ça y est, c'est résolu. Je m'étais mis en route, une pensée terrible m'arrêtant. Ah, cette fois, c'est plus la bibliothèque fermée, qu'est-ce qu'il y a encore? C'était le souvenir d'un récit fantastique qui m'avait été fait il y a longtemps. Et là, il parle de l'ancien directeur des bibliothèques, qui avait été réveillé la nuit par une sonnette intempestive et qu'il avait pris pour un fantôme, une histoire à dormir debout, complètement. Il conclut comme ceci, par un dialogue entre l'ancien conservateur et son concierge. À 1h du matin, le concierge voit avec consternation le cordon sonnette se mêle en branle de lui-même. Le gland rouge danse avec frénésie le long du mur. Le conservateur ouvre de son côté et ne voit devant lui que le concierge faisant des signes de croix. « C'est l'âme de votre prédécesseur qui revient. Vous l'avez vu? Non, mais les fantômes, ça ne se voit pas à la chandelle. Eh bien, nous essaierons demain sans lumière. Monsieur, vous pouvez bien essayer tout seul. Et j'irai moi tirer cette même sonnette. Qui sait si ce n'est pas le fantôme qui m'ouvrira. Là, il se fout de nous. Ça arrête pas les pas de quelqu'un qui veut trouver un bouquin, ça. » Donc, il y a quand même, au départ, un blocage dû à la censure. Retenons bien ça. Nerval ne se prive pas de quelques allusions, puisqu'on parle censure. Nerval dit « Je commence à m'effrayer aujourd'hui des condamnations suspendues sur les journaux pour la moindre infraction au texte de la loi nouvelle. 50 francs d'amende, par exemple, RCC, c'est de quoi faire reculer les plus intrépides, car pour les journaux qui tirent seulement à 25 000, et il y en a plusieurs, cela représenterait plus d'1 million d'amendes. On comprend alors combien une large interprétation de la loi donnerait au pouvoir de moyens pour éteindre toute opposition. Tout ça parce que le pouvoir demande qu'on sépare bien le roman de l'histoire. Qui va trancher entre les deux? Le hasard m'a fait vivre à Vienne sous le régime de la censure. Vienne, à l'époque, c'est la capitale de l'OTAN. Pardon, de la Sainte Alliance. Qui avait extrêmement de fonction que l'OTAN aujourd'hui. Tellement à la trouille, il n'y a rien de plus méchant que ceux qui ont eu peur. Ceux qui n'ont rien appris ni rien oublié, comme on a dit des émigrés français. C'est le pire, ça. Ils n'ont rien appris, ils n'ont toujours rien compris, ce qu'il y avait de nouveau. Les aspirations des peuples. Mais par contre, ils n'ont pas oublié la peur. Ils sont méchants, ils viennent avec leur esprit de revanche. Petit nazivion ukrainien. Donc, il dit ceci, il est à Vienne, donc, dans le Saint des Saints. Le hasard m'a fait vivre à Vienne sous le régime de la censure, me trouvant quelque peu gêné par suite de frais de voyage, comme ça plus d'heure. Donc frais de voyage imprévus, et en raison de la difficulté de faire venir de l'argent de France, j'avais recouru au moyen bien simple d'écrire dans les journaux du pays, pigiste. On payait 150 francs la feuille de 16 colonnes très courte, je donnais 2 séries d'articles qu'il fallut soumettre au censeur. J'attendis d'abord plusieurs jours. On ne me rendait rien. Je me vis forcé d'aller trouver M. Pilat, P-I-L-A-T, le directeur de cette institution, en lui exposant qu'on me faisait attendre trop longtemps. Visa. Il fut pour moi d'une complaisance rare. Et il ne voulut pas, comme son quasi-homonyme, pense Pilate, il ne voulut pas, comme son quasi-homonyme, se laver les mains de l'injustice que je lui signalais. J'étais privé en nous de la lecture des journaux français, qu'on ne recevait dans les cafés que le journalier débat et la quotidienne. Un truc avec lequel on risquait rien. M. Pilat me dit, la phrase est extraordinaire, vous êtes ici dans l'endroit le plus libre de l'Empire. Deux points, les bureaux de la censure. Voilà l'importance du thème. Tu me dis, mais en fait, cette nouvelle, elle raconte l'histoire. Quels sont les personnages? Il n'y a pas d'Angélique pour l'instant, tout ça. Mais justement, Nerval consacre beaucoup plus de lignes à l'impossibilité qu'il y a de trouver son bouquin, au point que certains commentateurs ont dit que c'est déjà une démarche très moderne de mettre mise en place un anti-roman, comme on dirait aujourd'hui. Ce vide, cet imprévu de ne pas pouvoir trouver le bouquin, ouvre un espace de création pour parler d'autre chose. Et entre autres choses, il y a de multiples digressions, multiples détours, il y a tout d'un coup, à la lettre 4, un virage capital, parce que pour l'instant tout ça se passe à Paris, encore une fois, c'est un peu étouffant, des bibliothèques. Et voilà qu'à partir de la lettre 4, après tous ces chapitres d'une extrême précision, on a ce texte. J'ai eu l'idée d'aller aux archives de France, où l'on m'a communiqué la généalogie authentique des Bucquois. Ils se renseignent un peu sur les origines de la famille, après tout. Leur nom patronymique est Longueval.
un seul mot, hein, Longueval. En compulsant les dossiers nombreux qui se rattachent à cette famille, j'ai fait une trouvaille des plus heureuses. En fait, cette trouvaille, c'est un manuscrit écrit par la grande-tante de l'abbé Bucquoy, donc par une ancêtre à lui, la génération précédente, et qui n'a aucun rapport avec l'abbé Bucquoy lui-même, il n'était même pas né, et qui raconte un peu sa vie à elle, avec intéressant, sans plus. J'en ai pris quelques extraits que je tâcherai de lier par une analyse fidèle. Donc au lieu d'envoyer l'histoire de l'abbé de Bucquoy comme premier au journal, puisqu'il ne le trouve pas, il envoie en substitut l'histoire d'Angélique de Longueval, grande-tante de l'abbé. Bon. En tout cas, c'est un document qu'il a. On ne peut pas l'accuser de romancer. C'est un document qui le tient. Seulement voilà. Le lendemain étant le propre jour de la Toussaint, retenons bien tout ça, parce que tous ces détails vont compter. Nous sommes en automne. J'avais parlé du déclin tout à l'heure. Hein. Le déclin, c'est le carnage en douceur. C'est la version soft du carnage. Je n'ai pas manqué à cette occasion de distraction et d'études. Ah, on va quitter Paris, on va se balader. Et c'est là, je suis obligé de le citer d'affilée, la vieille France provinciale est à peine connue. De ces côtés surtout, qui cependant font partie des environs de Paris. Il y a un côté un peu fantastique, c'est sous la main là. Un peu après un Bourget, quoi. Au point où, regardons comme c'est précis, l'Île-de-France, le Valois et la Picardie se rencontrent. Quelqu'un dit de Nerval, c'était quelqu'un pour qui les frontières ne sont pas des lignes mais des espaces. Il habite toujours à la lisière de genres bien tranchés. Ici, c'est pas des gens, c'est des régions, mais justement. Divisé par l'Oise et l'Aisne, au cours si lent et si paisible, il est permis de rêver les plus belles bergeries du monde. La langue des paysans eux-mêmes est du plus pur français, à peine modifiée par une prononciation où les désinences des mots montent au ciel à la manière du chant de l'alouette. Chez les enfants, cela forme comme un ramage. Je suis arrivé hier soir à Compiègne, poursuivant les Bucquoy sous toutes les formes, avec cette obstination lente qui m'est naturelle. Et nous voici, tout d'un coup, à Compiègne. Alors jusqu'à là, suivons bien les lieux. C'est ça que je voudrais faire dans cette relecture de Nerval. Nous sommes partis de Francfort, nous avons passé des journées laborieuses de recherche infructueuses à Paris, où on a appris des tas de choses, des tas de digressions, mais pas le bouquin, on n'a pas trouvé. Et nous voici à Compiègne. Mais comment il nous a fait pour nous embarquer? C'est le cas de le dire, parce que la langue joue sur le mot. Hein, embarquer quelqu'un, c'est un peu le flouer aussi, le doubler. Je cherche un bouquin, je ne le trouve pas, je parle donc d'autre chose, qui ont un vague rapport, hein, c'est la grande-tante qui raconte l'histoire, à défaut de l'abbé Bucquoy, de sa grande-tante. Mais l'histoire d'Angélique est elle-même interrompue par plein de digressions, donc le procédé ne change pas. Mais il y a deux grandes parties. Francfort, au départ, c'est très rapide, c'est juste l'introïte, comme on dit en musique, le coup d'archet. Puis après, c'est Paris, alors il y a un temps fort long, là, les bibliothèques, les librairies, les libraires spécialisés, puis le Valois, la campagne si verte et si féconde, comme il dit. Et donc ça fait quand même beaucoup d'intrigues. Au départ, il était en voyage, on ne sait pas pourquoi. En 1851, je passais à Francfort. C'est tout ce qu'on a comme précision. Après, dès qu'il trouve le livre, on a enfin une intrigue. Voilà, il faut que j'ai pas assez de sous sur moi, mais je trouverai le livre à Paris. Le livre étant introuvable, je case l'histoire d'Angélique de Longueval. Ça fait beaucoup d'intrigues, après ça ne suffit pas. L'histoire d'Angélique elle-même va être interrompue par une très longue digression, non pas par plusieurs petites digressions. Et la digression, on la sent dès le départ, dès qu'il arrive dans le nouveau lieu, la nouvelle topologie. Nous sommes à la campagne, à Compiègne. Rappelons-nous bien qu'on est à la Toussaint. Hein, et la Toussaint est le lendemain, jour des morts. Du carnage tout à l'heure. À l'hôtel de la Cloche, donc à Compiègne, célébré par Alexandre Dumas, on devait bien y bouffer, c'était un grand morphale. On menait grand bruit ce matin. Le langage est fait un peu archaïque, fait exprès Nerval, parce qu'on est en province, où on sent encore l'ancien régime, c'est pas comme à Paris. Les chiens aboyaient, les chasseurs préparaient leurs armes. J'ai entendu un piqueur qui disait à son maître: « Voici le fusil de monsieur le marquis. » Il y a donc encore des marquis, dit Nerval.
par l'épopée homérique. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de carnage. Au contraire, il y a des abbayes, de la brume, des étangs. C'est une belle évasion, dans le goût de l'époque. Mais en fait, dès qu'il bouge, il se trouve que le sol sur lequel on marche et dans la fermeté conditionne notre marche à nous lecteurs pour l'accompagner. Ce sol se dérobe comme le livre se dérobe. Au sens propre. Et il se dérobe parce que c'est un sol poreux. Il y a trop de tombeaux sur ce sol. Alors c'est pas le carnage au présent, comme le sac de Troie, comme nous le décrit Homère. Mais visiblement, l'absence de carnage que nous apprécions tant dans ces beaux paysages impressionnistes qui font penser à Corot, là, du nord-est de l'île de France, cette paisibilité, comme un masque, occulte un passé beaucoup plus violent. Et quand ils arrivent à Ermenonville, par lui avec son camarade de balade, là, Sylvain, personnage qu'il invente, d'abord parce que c'est un nom emblématique, c'est l'homme des bois, Sylvain. C'est une émanation de ce pays de forêt. La preuve, c'est que sa nouvelle la plus célèbre à Nerval, c'est Sylvie. Il y a évidemment une intention typiquement nervalienne de blasonner avec le nom, là. Hein. Mais peu importe. Ce personnage lui ressemble tellement, d'ailleurs, ce personnage disparaît dès qu'on quitte le Valois, qu'on revient vers le Parisis. C'est très intéressant. Il apparaît quand on approche Ermenonville et il disparaît quand on s'en éloigne. Donc, c'est avec lui qu'ils arrivent à Ermenonville. En sortant du parc, le parc où il y a la tombe de Rousseau, nous nous sommes dirigés vers l'église située sur la hauteur. Elle est fort ancienne. Pour l'instant, c'est archi banal. Hein. Les promeneurs, qui vont voir les curiosités, l'église, le château. Elle est fort ancienne, mais moins remarquable que la plupart de celles du pays, ce qui est juste d'ailleurs. Le cimetière était ouvert. Voilà nos tombeaux. Nous y avons vu principalement le tombeau de De Vic, ancien compagnon d'armes d'Henri IV. Là, il s'acquitte vis-à-vis de la censure et la loi sur le travail d'historien. Je raconte pas n'importe quoi. Qu'il avait fait présent du domaine d'Ermenonville. C'est un tombeau de famille dont la légende s'arrête à un abbé. Donc on voit qu'il est en train de sculpter les plaques tombales. Il reste ensuite des filles qui s'unissent à des bourgeois. Tel a été le sort de la plupart des anciennes maisons. Deux tombes plates d'abbés très vieilles, on dirait que l'inscription tombale est de plus en plus effacée. Deux tombes plates d'abbés très vieilles dont il est difficile de déchiffrer les légendes. Hein, il y avait les souris tout à l'heure, les rongeurs qui attaquaient les manuscrits dans les bibliothèques qu'on avait eu déjà du mal à conserver. Et voilà que ici, c'est le temps, la pluie, les météores, comme on disait à l'époque, qui abîment le graphe. Le graphe du signe par excellence, le tombeau, soma, sema. Platon avait fait le jeu de mots. Hein, le premier des tombeaux, c'est le signe. Un signe, c'est fait pour donner une présence à ce qui n'est pas là. Donc ça a commencé avec les disparus, les chers disparus, bien sûr. Deux tombes plates d'abbés très vieilles dont il est difficile de déchiffrer les légendes se voient encore près de la terrasse. Puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore de plus effacé? Et c'est là qu'on voit que la tombe est un élément symbolique fondamental dans ce texte. Puis, près d'une allée, une pierre simple, sur laquelle on trouve inscrit Sigi Almazor. Almazor. Est-ce un fou? Est-ce un laquais? Est-ce un chien? La pierre ne dit rien de plus. Et du haut de la terrasse, il regarde de nouveau le parc qu'il vient de quitter, et de nouveau la tombe de Rousseau. On ne quitte pas. Donc un carnage en douceur. D'accord? Les cadavres ne sont pas sanglants. Pas le carnage au sens de la chair vive. D'accord? La mort est présente. Il dit même, lorsqu'il se promène entre Senlis et Ermenonville, que lors des conflits entre Armagnac et Bourguignon, là, il y a des champs qui sont de véritables charniers. Il parle d'amoncellement de cadavres près de Montépillois. Montépillois, il ne reste plus qu'un petit fragment de donjon. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on avait l'impression que les deux espaces, l'espace parisien un peu maléfique, avec ses tracasses aussi, la censure, la frénésie, le théâtre, les aventures amoureuses, les chagrins, enfin, les enjeux mondains, dirait Bouscard. Entre ce monde-là et le monde dans lequel on est arrivé à partir de Compiègne, il y a une rupture totale.
D'ailleurs, la 4e lettre le dit très bien. Jusqu'au lexique, on voit cette dichotomie. Et ce qui est très intéressant du point de vue proprement l'écriture, mais qui en plus nous interpelle ici pour notre propos, c'est que Nerval s'aperçoit bien lui-même qu'il est tout le temps en train de déroger au contrat auteur-lecteur, en faisant toujours autre chose que ce qu'il a proposé. Hein. Mais il passe son temps à s'en excuser sur le mode qu'il préfère, celui de la prétérition. On ne m'en voudra pas ici si j'ajoute quelques digressions, tu vois, sur le mode de la digression. Et il répète tout le temps ces excuses-là, en s'excusant d'interrompre le cours du récit. Parce que Nerval, chaque fois qu'il s'excuse, ne fait qu'aggraver, exactement comme l'effet qu'il prétend minorer en s'excusant. Et je finis par la dernière de ces excuses, qui ne concerne plus le cours du récit, le pitch, mais une rupture du ton. Du ton gai, journalistique, enjoué, à la mélancolie. C'est le jour des morts que je vous écris. Pardon de ces idées mélancoliques. Pardon au lecteur. Et oui, le romantisme est en train de finir. Avant, on aurait dit bravo, l'automne, la mélancolie. Pardon de ces idées mélancoliques. Arrivé à Senlis-la-Veille, j'ai passé par les paysages les plus beaux et les plus tristes qu'on puisse voir en cette saison. C'est une balade délicieuse, une promenade d'automne, puisqu'il dit c'est le jour des morts que je vous écris, hein, c'est daté. Et donc au dernier festival des splendeurs d'automne, un petit peu là, début novembre. Et donc là, il y a un thème de déclin, l'automne crépuscule de l'année. Rappelons-nous la petite séquence des jeunes filles à Senlis. En sortant, j'ai pu admirer sous un rayon de soleil couchant à la cathédrale, face aux tours romaines à demi démolies et revêtues de lierre. Nous sommes à l'automne, l'année décline, nous sommes au coucher du soleil, le jour décline. Les bâtiments dont on nous signale l'existence sont les fortifications romaines à demi démolies et revêtues de lierre, donc bâtiments en ruine. Et mais lorsqu'il se balade autour de Senlis et qu'il passe par exemple par Montépillois, enfin peu importe les toponymes ici, il parle, il dit qu'ils sont en train de fouler un véritable champ de bataille et qu'on a découvert de véritables charniers à Montépillois. Donc quand je parle de carnage, je suis le texte très près. Simplement, c'est le rapport au temps qui est différent. Le carnage grec nous apparaît plus concentré, plus ramassé dans le temps, plus bref, comme un temps fort dramatique, alors que là, on parle d'un dépérissement progressif. C'est intéressant de remarquer, puisque j'aime bien intertextualiser des paroles considérées comme folles, je pense à celle de Nerval, et que je vais croiser avec celle de Hölderlin. Hölderlin, dans une lettre à Behlendorf, parle justement de ça. Il parle de la différence du tragique chez les Grecs, qui est de périr, d'être consumé, comme il dit, par un feu qu'on n'a pas su maîtriser. Et il dit alors que chez nous, nous modernes, nous Germains au sens hegelien, c'est-à-dire un peu des Espagnols, tout ça, je veux dire, l'Europe occidentale, nous acheminons vers la mort petit à petit, comme dans un petit paquet ou une petite boîte. Hein, c'est une lettre très significative. Et il ajoute, c'est le plus important pour moi, c'est moins grandiose comme destin, c'est entendu le nôtre, le moderne, mais c'est plus profond. C'est étonnant, on peut croire que Hölderlin, vraiment, c'est là qu'on voit à quel point, dans une imagerie trompeuse, dont la référence absolue serait, paraît-il, la Grèce, etc., qui va dire quelle différence entre cette mort tragique, ça a au moins de la gueule, ça, là, chez Sophocle, chez Échille, à côté de... Eh ben non, il dit c'est peut-être moins grandiose, mais c'est plus profond. Carnage. Cette génération avait commencé par les souffrances du jeune Werther, hein, de Goethe, la génération de Hölderlin. Et Goethe se confiait, comme plus souvent à Eckermann,
pour lui dire, je regrette presque d'avoir écrit Werther, parce qu'avec le nombre de suicides qu'il y a eu après, je reparle de carnage. Je veux dire, je ne suis pas dans l'hyperbole ou dans le... Et puis je pourrais prendre plein d'autres exemples. Hein. Le très beau début de l'hymne de Hölderlin, Les Titans. Car il est mort jadis bien des capitaines, des femmes belles et des poètes, et de nos jours si grande foule d'hommes. Donc, je tiens à raccrocher notre parcours à ce point pour en assurer la continuité. C'est que la menace du deuxième carnage sanglant n'a absolument pas disparu. Au contraire, elle s'est aggravée par le fait que l'élément négatif a été éludé, exactement comme Ulysse à chaque station, à chaque fois que, un peu comme le Hollandais volant ou la vaisseau fantôme, enfin la légende qu'il raconte dit que tous les 7 ans la mer doit le rejeter sur terre pour qu'il trouve une femme qu'il soit tellement fidèle qu'il n'a plus besoin de se réembarquer dans une navigation indéfinie. Et bien on peut constater qu'à chaque étape d'Ulysse, il y a une Nausicaa ici, une Circé là-bas, et un Calypso, etc. Donc je veux dire, il y a bien une signification là-dedans. Ça veut dire que le carnage a été éludé dans des structures qui permettent de s'en évader, de s'en éloigner, de le mettre à l'écart, d'en faire abstraction, mais c'est pas pour ça qu'on en a supprimé la menace, au contraire. On ne l'a pas traité, on l'a éludé. Je vais terminer quand même notre relation avec le texte de Nerval. Ce qui ressort de tous ces passages où Nerval, retournant dans le Valois à partir de Paris, voit tout d'un coup tout un passé lui sauter au visage, il faut bien distinguer dans ce passé qui revient, dans ce retour à la faveur du détour, il faut bien distinguer deux passés qui ont deux contenus radicalement distincts, voire conflictuels, je m'explique. Il y a le retour du passé individuel, c'est là qu'il a passé son enfance, donc il fait comme n'importe lequel d'entre nous quand il voit un peu près de ses racines, quoi, je veux dire. Comme on dit, et donc en toute logique, si c'était la seule détermination, si c'était le seul passé à la poursuite duquel il nous propose de nous déplacer, il devrait nous emmener en toute logique au village maternel, le village de sa mère, à Mortefontaine, où il a passé d'ailleurs une partie de son enfance, le plus souvent d'ailleurs en vacances, parce qu'il était scolarisé à Paris, qui n'est jamais qu'à 40 km. Même si le texte abonde en petites remarques, je pense surtout au texte de Sylvie ici, c'est dans Les Filles du Feu, mais c'est pas d'Angélique, dans la nouvelle d'après, où il y a plusieurs passages où il montre que s'il a pu subjuguer la petite paysanne, c'est parce qu'il était petit parisien. C'est tout proche en kilomètres, c'est pour ça que j'ai précisé, c'est très loin socialement. Ces petites bourgades qui en sont encore, comme il dit, aux avant-dernières années du XVIIIe siècle. Bon, donc, ce passé singulier, individuel, devrait se concentrer autour d'un lieu, un topos qui serait un petit peu le centre, la capitale de cet espace magique, cet espace qui féconde son écriture, espace maternel, situé dans le Valois, mais très précisément autour de, voilà, le barycentre de toute cette gravité, Mortefontaine. Terrible toponyme, qui réunit dans un même mot l'origine et la fin. Parce que la fontaine, c'est l'origine, c'est la source. C'est la nourriture première. C'est la libation première. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui sauve, c'est ce qui restaure. Et voilà que la fontaine est tarie, Mortefontaine. Comme si le mot contenait déjà un avertissement. Ne venez pas faire un pèlerinage par ici, il n'y a rien à voir. Comme il dit dans un poème d'une manière plus énigmatique, mais le contenu est le même, la 13e revient. Une fois que tu as fait le tour du cadran 12, on revient à 13. 13 c'est comme 1.
La 13e revient, c'est encore la première. Et c'est toujours la même, c'est le même moment, c'est la mort ou la morte. Au délice, au tourment, etc. Et d'ailleurs, pour être encore plus explicite, dans le quatrain suivant, il dit « Aimez qui vous aima du berceau dans la bière », une dimension maternelle explicite. Celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort ou la morte, etc. Donc, il ne faut pas trop s'étonner si, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'une destinalité romantique, entre guillemets, il ne nous emmène pas, il ne clôt pas son parcours au village de la mer. Il ne parle presque jamais de Mortefontaine, qu'il nomme très rapidement une fois comme ça à propos d'un itinéraire, d'une étape dans un itinéraire. Donc Mortefontaine est très loin d'avoir la position centrale qu'elle devrait occuper. Par contre, il centre tout l'objectif de la marche vers la tombe de Rousseau, qui est à quelques kilomètres de là. Alors, il faut préciser ici, hein, Mortefontaine est le village maternel, mais non pas, c'est pas là que sa mère est enterrée. Sa mère est enterrée dans la lointaine Silésie, comme il dit, qui maintenant est en Pologne, hein, une ville qui s'appelle Glogau maintenant, et parce qu'elle a eu l'imprudence de suivre son mari dans les campagnes napoléoniennes, là dans l'est de l'Europe, et elle a péri d'une fièvre attrapée d'Inerval après avoir traversé un pont chargé de cadavres, pas la part d'imaginaire ou de réel qui est dans la légende familiale, peu importe. Mais enfin, sa tombe est là-bas. Et ce qui explique qu'il y a beaucoup de voyages de Nerval en Allemagne qui se sont rapprochés, plus loin qu'il est allé dans cette direction, c'est quand il est allé à Leipzig, un an avant sa mort pratiquement. Mais voilà, on ne parle pas de tout ça dans Angélique précisément, c'est pour ça que pas un texte comme les autres. L'objectif, c'est la tombe de Rousseau. La tombe de celui qui a écrit le contrat social. Dans toutes les premières pages, consiste à insister sur le fait que ce n'est plus la force qui doit régir les rapports humains, les rapports sociaux, les rapports propres à une collectivité. Ça ne peut plus être la force, car la force est ce qui règne dans la nature, alors qu'ici, il faut que ce soit le droit. Non pas pour des raisons morales, il ne dit pas que ce serait mieux si le droit était là, ça ferait moins de dégâts que la force, c'est pas moral. On n'a pas tellement le choix, dit Rousseau. À savoir que le plus fort, si on en reste à la force, n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître, s'il ne convertit sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est ça le problème. C'est que vous ne pouvez pas en même temps vous revendiquer de la force, ce que font Hobbes, tout le monde, pratiquement les anglo-saxons encore aujourd'hui, hein, et en même temps exiger qu'on vous confère une légitimité. Si j'ai le pouvoir par la force, n'importe qui exerce une force supérieure à la mienne, un complot de nuque dans le sérail, n'importe quoi, je veux dire, de militaires dans le gouvernement, de l'OTAN parce que je suis un pays qui résiste, peu importe. Et je perds mon pouvoir par le même principe qui m'y a fait accéder, par la force. Donc la force peut bien expliquer pourquoi j'occupe un pouvoir pendant une certaine séquence de temps, mais certainement pas me conférer ne serait-ce qu'une minute de légitimité. Non, je ne peux pas réclamer l'obéissance, pas des peuples. Je ne peux que exercer la force qu'implique leur soumission. Or, ce voyage d'Angélique de Nerval procède d'un texte qui a été écrit d'abord en 1850, au tournant du siècle, au moment où s'écroulent les derniers espoirs de revenir à l'esprit de la Grande Révolution, que la Restauration avait essayé d'étouffer, que les révolutions de 48 ont remis à l'ordre du jour. Comme c'est curieux toute cette chronologie d'un coup. On n'est pas dans les délices automnales de Senlis, là. Mais c'est les prérequis de cette nouvelle. Et au moment où le prince-président, comme on l'appelle, le futur Napoléon III, couvre ses griffes, va bientôt exercer à nouveau ce qu'on appelait l'arbitraire pendant l'Ancien Régime, dans un régime qui avait cherché vaguement un compromis entre les aspirations démocratiques et les intérêts bien compris de la Sainte Alliance co-gouvernée par l'Autriche pour ce qui est de la puissance militaire et de l'Angleterre pour la financer. Donc, nous voici au milieu du siècle, au milieu du gué, si je puis dire, en termes esthétiques, littéraires
Le romantisme est en train de passer la main, il est passé de mode. Dans les manuels de littérature, on le fait officiellement finir comme si ça se passait le 31 décembre à minuit en 1853 avec l'échec des biographes de Hugo. Bon, ça passe plus. Et puis on sait bien à quoi ça va faire place. Ça va faire place en poésie au Parnasse, c'est-à-dire à des vers plus soignés, parce que les romantiques, paraît-il, négligeaient la forme. Ils mettaient trop en vers des pensées. Et des pensées mises en vers ne suffisent pas à faire un poème. Donc là, on va se attacher à faire des belles choses, comme un mot en artisan. Je ferai exprès ces métaphores-là quand on pense à des titres de Gautier comme émaux et camés, voilà, comme on travaille les mailles ou les pierres dures, les matériaux durs. Et émaux et camés, on a même souvent reproché au Parnasse d'être un peu marmoréen, un peu froid, par contre-coup, par opposition au romantisme. Alors voilà, il y aura un romantisme qui serait chaud, et un peu négligent au niveau de la forme, et un Parnasse qui serait peut-être plus glacé, moins émouvant, mais tellement bien frappé. Comme on dit pour un verre ou pour une marque sur un métal ou sur un moule. Donc, et puis ça explose. Les compromis, ça va pas. On croit qu'on en a fini avec le romantisme, ça y est, hein, on est parnassien en poésie. Pendant ce temps, dans le roman, dans la prose, il y a le grand essor du réalisme qui va donner l'âge d'or du roman classique français. Hein, je sais pas, Stendhal, Flaubert, Jean Desor, Balzac, bien sûr. Donc le romantisme a l'air bien enterré, mais non. Non, 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 non. Le mal du siècle, qui avait caractérisé la période romantique, le mal du siècle revient sous une forme plus aiguë. On peut appeler spleen, n'importe quoi, c'est Baudelaire qui va renvoyer dos à dos et la solution parnassienne, qui garde, hein, il garde l'exigence, heureusement qu'il y a eu cette médiation, hein, du vers bien frappé, du vers quasi racinien, le tombeau confident de mon rêve infini. Le vers de Baudelaire, je crois que c'est dans Saint-Périadème. Bon voilà, mais et là, alors là, c'est le côté froid et marmorien qui en prend un coup, mais pour revenir faire la synthèse de la sensibilité nouvelle qu'avait apporté le romantisme, absolument nouvelle, absolument moderne, pour parler comme Rimbaud, et en même temps avec une forme même bâclée. Enfin, il a fait ce que Chénier dissuadait de faire fin 18e lorsqu'il disait, ou plutôt, il a souscrit à l'impératif d'André Chénier, à savoir vers fameux sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques. Ça va pas. Même ça, c'est une superbe synthèse, Baudelaire, même ça explose avec Rimbaud, quand il passe en revue tous ses prédécesseurs en poésie. Quand il arrive à Baudelaire, il commence par un éloge sans précédent. Baudelaire est le premier des poètes, le premier du voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Mais la forme, si vantée chez lui, est mesquine. Il a mis du vin nouveau dans de vieilles outres, comme on dit dans l'Évangile, voilà ce qu'il est en train de dire. Si vanté en lui est mesquine. Il a vécu dans un milieu trop artiste. Ah, Rimbaud voit bien le côté un petit peu esthétisant de cette recherche de la forme. Il voit bien. Il anticipe des débats contemporains. N'est-ce pas? C'est ceux qui vous disent il vous a plu ce film? Formellement, non. J'aime bien l'histoire, tout, mais j'aime pas formellement. Bon, bref. Donc, on voit bien ces débats-là. Ah, au moment où Nerval saisit ce texte, le romantisme est en train de passer la main. Il n'y a pas encore la révolution baudelairienne qui va donner la modernité littéraire. La notion de poète maudit n'existe pas. Alors qu'il est le premier. Et donc il y a une solitude, j'allais dire, onto-historique du cas Nerval. C'est pour ça que je le prends. C'est pas que j'aime particulièrement Nerval, comment ne l'aimerait-on pas? Je suis pas le seul, Aragon adore Nerval, Proust adore Nerval, pour des raisons différentes. Barrès l'adorait parce que ce serait soi-disant le poète du terroir bien franchouillard du Valois, là. Je veux dire, bon, je caricature un peu, mais c'est ça, hein, chez Barrès. Les surréalistes, parce qu'avec lui, l'écriture automatique, le rêve, il a fait entrer le rêve, l'inconscient. Bon, Proust, à cause de la magie des souvenirs, l'alchimie avec laquelle il admirait Sylvie surtout, avec laquelle Nerval exprime très bien le procès de la réminiscence, comment le passé vient illuminer un présent découragé et réouvrir toutes les perspectives. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours, le temps va nous ramener l'or des anciens jours, la terre a tressailli d'un souffle prophétique. Et tout s'exprime en prose dans Les Filles du Feu. Donc, je suis pas bien sûr qu'il y a il ne s'agit pas seulement
Mais ce que je trouve éminemment singulier dans l'expérience nervalienne, et c'est d'autant plus pathétique de savoir qu'il a longtemps été considéré au contraire de cette singularité éminente que je lui assigne comme un romantique mineur, à la limite. Plus le cas maintenant, mais enfin quand même, pendant longtemps, à cause de sa légendaire discrétion. Il n'est pas du genre à écrire un manifeste. La nouvelle poésie n'est pas le genre. C'est quelqu'un, au contraire, à emprunter les genres les plus convenus, les plus éculés, pigistes, compte rendus de pièces de théâtre à la mode, etc., pour faire passer. Peu importe le canal, il essaie de frayer un message à travers n'importe quel canal. Je donnerai un dernier exemple de cette relative, cette discrétion suicidaire qui est propre à Nerval et qui lui a évité bien des compromis, mais je donne un dernier exemple, c'est son texte peut-être le plus célèbre, Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, ce poème qu'admiraient tant les surréalistes aussi, et les symbolistes, parce qu'il parle de mystère, etc. Mais qui est si beau, tout simplement, mon front est rouge encore du baiser de la reine. Ce poème, à l'origine, Nerval l'a écrit au revers d'une carte de visite, regarde la contingence. Parce que Dumas était en retard, son domestique lui a dit qu'il n'était pas là, il a dit, vous direz, j'annonce, je le dirai à monsieur, c'est la part de qui, et Nerval décline son identité au retour de la carte. Je suis le ténébreux, le bœuf, l'inconsolé. Il décline son identité, c'est quand même extraordinaire, cette œuvre. Bon, donc, nous sommes entre deux. Le siècle hésite. Nerval n'hésite pas. Il revient aux sources de la première explosion romantique, aux toutes origines. Mais quand je dis à la source, c'est quoi? C'est Rousseau. Et donc à un moment historique où les jeux ne sont pas faits. À l'époque de Rousseau, on ne parle ni de restauration, ni de trouver un équilibre entre les forces. Non. Nous sommes sous l'Ancien Régime. Et cette situation singulière du texte qui ne dispose pas encore, comme ce sera le cas dans les générations des Mallarmé, d'une avant-garde dont on peut se prévaloir, qui font tous remonter à Baudelaire pratiquement, mais qui ne veut plus non plus donner dans le romantisme, je dirais aujourd'hui de manière un peu brutale, qui a été bien médiatisé, et qui est en train de passer la main, mais d'une eau qui n'a pas coulé. Et donc, il se réfère à un Rousseau, mais un Rousseau qu'on nous enseigne peu. Un Rousseau qui tient à la fois, et là j'y reviens, la destinalité singulière, celle qui fait que Nerval aurait dû s'acheminer vers Mortefontaine, et la destinalité collective. Bref, l'auteur aussi bien des confessions que du contrat social. Aussi bien des rêveries que du discours sur l'inégalité. Enfin un auteur qui tient ces deux parties que toute la modernité va essayer désespérément de concilier. L'épanouissement individuel, vie collective, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et en remontant Rousseau, on est en deçà de la terreur, il n'est pas question. Il n'y a aucune compromission. Et il y a surtout, comme thème central, pas que dans les rêveries de Rousseau, thème du bonheur, qui fait toute l'unité du XVIIIe siècle au point de concilier Voltaire et Rousseau là-dessus. S'il y a une valeur sur laquelle ils sont d'accord, c'est la valeur bonheur, qui est déjà un grand progrès, au sens progressiste, que ce soit devenu une valeur et éminente. Parce qu'auparavant, ça ce que le siècle d'avant, c'était le salut, chez Pascal par exemple. C'est pas tout à fait pareil. Il ne s'agit pas d'un épanouissement ici et maintenant, terrestre, qui caractérise le bonheur, lequel suppose une relation positive au monde, quel qu'il soit. Et c'est sa première différence
avec le salut ou la béatitude des saints, qui est une autre détermination, éminemment respectable, mais qui désigne une autre réalité. Première donc chose qui le caractérise, qui spécifie le bonheur, c'est une relation positive au monde. Le monde, c'est ce qui est donné ici et maintenant, pas dans un au-delà, ou dans un arrière-monde, pour parler comme Nietzsche. Deuxième détermination du bonheur, une certaine épaisseur temporelle. C'est la longue durée. Donc là, il se distingue de la jouissance, qui peut être d'une intensité quasi infinie, mais éphémère. Et donc ce thème du bonheur, ainsi doublement déterminé, si je puis dire, par son rapport nécessaire au monde et par sa durée, par le fait d'occuper une certaine durée, était au centre de tout l'effort des Lumières. C'est intéressant de voir que, comme clé de voûte du mouvement des Lumières, il y a une notion qui n'est pas cognitive, ni en première ni en dernière instance. Bonheur, ce n'est pas une notion cognitive, ce n'est pas une notion de masse ou de vitesse ou de substance ou d'accident. Elle est plus proche de ce que Kant appelle le principe du plaisir et de peine que des catégories de vrai et de faux. On s'en fout de vrai et de faux. Donc, si je fais cette longue digression qui n'en est pas une, on revient au contraire au cœur du débat sur la notion de bonheur. C'est pour poser la vraie question maintenant, pour en revenir au texte de Nerval. Comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe en moins d'une génération d'un discours collectif, les Lumières c'est un grand mouvement européen, hein, même si c'est surtout en France qu'il s'illustre, mais tout de même, qui tend de toutes ces lignes de force vers cette clé de voûte, comme je le répète, qui est le thème du bonheur. En moins d'une génération va se mettre en place ce qu'on va appeler le mal du siècle. Comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe en moins d'une génération d'un discours collectif, les Lumières c'est un grand mouvement européen, hein, même si c'est surtout en France qu'il s'illustre, mais tout de même, qui tend de toutes ces lignes de force vers cette clé de voûte, comme je le répète, qui est le thème du bonheur. En moins d'une génération va se mettre en place ce qu'on va appeler le mal du siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est curieux qu'on ne réfléchisse pas là-dessus. Je prends deux textes pour montrer à quel point les Lumières se réunissent sur le bonheur. La fin de la lettre sur le commerce de Voltaire, où après avoir comparé, toujours c'est le modèle anglo-saxon pour lui, qui est, enfin anglais à l'époque, tout simplement, qui est positif, comme pour toute son époque d'ailleurs, hein, il a commencé par écrire les lettres anglaises, donc à la fin de la lettre sur le commerce, dans les lettres anglaises, après avoir cette félicité qu'en Angleterre, un commerçant puisse être anobli, alors qu'en France c'est méprisé, etc., la mort, la noblesse française, tout ça est très juste, très bien. En France c'est marquis qui veut et quiconque à Paris, arrive à Paris du fond d'une province avec un nom en accouant, il peut dire un homme comme moi, d'homme de ma qualité, méprisé souverainement un négociant, je ne sais pourtant lequel est le plus utile à son pays, ou un seigneur bien poudré qui sait exactement à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, tout en se donnant des airs d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui de son cabinet donne des ordres à Surat ou au Caire et qui contribue, c'est la fin du texte, au bonheur du monde. Hagen goutte d'or à la fin, là, au propre et au figuré. Comment peut-on passer de cette quête du bonheur à tout d'un coup cette expression du malheur qui va caractériser le siècle qui vient, que ce soit sous la forme romantique du mal du siècle, sous la forme de symboliste, pour prendre des classifications, à partir de Baudelaire du spleen, sans aller jusqu'à l'angoisse moderne, je pense à Kafka, je pense à Beckett, je sais pas, au néant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est court quand même, comment il y a pu y avoir un tel retournement. J'y vois, je ne peux pas m'empêcher de remarquer, ça c'est pas une démarche subjective comme ça que je fais au hasard, c'est objectif, il n'y a qu'à mesurer après tout.
Qu'entre les deux, il y a quand même des petits événements anodins qui s'appellent la révolution industrielle anglaise, la révolution politique française et l'Europe labourée par les armées impériales de l'Espagne à Moscou. Et à partir de Waterloo, se mettre en place tout le contraire d'une synthèse, d'un dépassement, un compromis. Un compromis qui va être le début de longues années de contre-révolution qui vont caractériser le monde contemporain. C'est intéressant de savoir qu'après la Commune, par exemple, un type comme M. Thiers dit maintenant le problème, ça ne marchera plus à tous les coups, hein, d'écraser des manifestants avec des compagnies de dragons et de cuirassés. Maintenant, il faut nous apprendre à gagner les élections. Ah, il a bien pigé le problème, le pouvoir, là, pour assurer sa pérennité. Alors on me dira, bah, après tout, tant mieux, c'est une bonne mutation, c'est quand même moins sanglant. On arrive ici à un point nodal, si je puis dire. C'est bien un carnage qui occupe chronologiquement la place entre la quête du bonheur qui caractérise l'optimisme des Lumières et la relation du malheur qui exprime la génération d'après. Et qui n'est pas dans la tête des écrivains ou des philosophes, hein, ou des poètes. C'est bien un carnage. Et qui a brassé bien des peuples et bien des nations. Et là, au point que je me dis souvent que, puisque chaque siècle, scolairement, a un nom propre, parce que si c'était qu'un numéro, ce serait un peu abstrait, au lieu de dire 18e siècle, on dit siècle des Lumières, au lieu de dire 17e, on dit le grand siècle, le siècle Louis XIV, ou bien le siècle du classicisme, la Renaissance, le 16e siècle, c'est la Renaissance, et le 19e n'en a pas. Et peut-être parce que c'est trop récent, qu'on a pas assez de recul pour l'unifier derrière un blason. Mais s'il devait y en avoir un, moi je proposerais le siècle des révolutions, parce que ça n'arrête plus à partir de là, à partir de 89. Chaque fois que la contre-révolution se met en place, il y a de nouveau une contestation du compromis, et qui donne 1830, qui donne 1848, qui donne la Commune de Paris, qui donne 1917. Ça n'arrête pas. Et plus grave, il y a des révolutions sans carnage. Ça inquiète beaucoup plus le parti du carnage. Quoi de plus dangereux que quelqu'un comme Allende, bon sang, un marxiste anti-stalinien qui joue le jeu démocratique, il faut absolument s'en débarrasser par tous les moyens, et par la force et par le carnage. Mais bien avant, déjà, il y a des révolutions, j'allais dire silencieuses, parce qu'elles sont faites sans barricade et tout. Je pense à la libération. Les acquis de la sécurité sociale, de la retraite par répartition, ce sont des avancées considérables. Là on sort des contre... Je l'ai dit, je le maintiens. Entre la Révolution française et nous, le plus longtemps est occupé par la contre-révolution. La grande longue période de la Sainte Alliance, les Louis XVIII, Charles X, etc. Et puis la guerre de 14, etc. Et à chaque fois, il faut verrouiller l'opposition ouvrière, prolétarienne, bien sûr. Mais il y a quelques victoires arrachées par le Parti du Progrès Social sur les forces réactionnaires, pas pareil que conservateurs. Les réactionnaires sont plus méchants parce qu'ils ont eu peur. Ceux qui n'ont rien appris ni rien oublié, comme on disait des émigrés. Ils ont eu peur, ils vont se venger. Les hommes sont pour la plupart méchants et malheureux, dit Spinoza. Ils ont peur, ils sont méchants. Mais dis-moi ces avancées, puisque je parlais celle de la libération. Bon, il y a eu 36, les congés payés, il y en a eu, hein, période courte comme ça, mais qui essaie de rattraper un peu le temps perdu de la contre-révolution. Mais pour en revenir à 45 précisément, pourquoi c'est passé là? 50 millions de morts. Et ça passe. Donc le carnage, c'est pas une obsession à Pagani. Hein. Il a fallu ça pour remettre
l'espoir révolutionnaire au bout du jour. Il a fallu cette souffrance imposée. Alors que si c'était la classe ouvrière qui avait décidé de faire 50 millions de morts pour imposer ses vues, ça se saurait. C'est une grave histoire. Donc, quel rapport avec Nerval? Le principal, c'est celui-là. Moi, je ne m'adresse pas à la classe ouvrière, il y a des gens qui sont là pour ça, il y a pas ma formation et mon parcours, je m'adresse plutôt à ceux qui sont encore dans l'indécision sincère dans laquelle était plongée la génération qui a vécu Nerval. Cette indécision, Nerval l'exprime assez bien au début de Sylvie, alors qu'au départ il nous a embarqués dans une histoire, là encore, au lieu de taper sur la table et de vouloir faire un manifeste d'art nouveau, il au contraire s'inscrit dans un genre reculé, la nouvelle à résonance autobiographique. Hein, il nous embarque dans une histoire sentimentale et tout de suite il contextualise historiquement. Je cite, « Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celle qui d'ordinaire succède aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n'était plus la galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice élégant et paré comme sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies du Directoire. C'était, là je crois qu'il y a beaucoup de gens d'aujourd'hui qui vont s'y retrouver, c'était un mélange d'hésitation et de paresse, d'activité, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance, d'ennui des discordes passées, d'espoirs incertains, quelque chose comme l'époque de Périgrinus et d'Apulée, prendre des exemples qui significativement sont situés au moment dit de la décadence de l'Empire romain, du bas empire. L'homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis. L'ambition n'était cependant pas de notre âge et la vie de curé qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d'activité possibles. Il ne nous restait pour asile que cette tour d'ivoire des poètes où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l'air pur des solitudes. Tout ça est dit à l'imparfait, comme si c'était passé. Nous buvions l'oubli dans la coupe d'or des légendes, nous étions ivres de poésie et d'amour. Amour, hélas, des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques. Vu de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité, il fallait qu'elle apparût reine ou déesse et surtout n'en pas approcher. Tu diras quel rapport avec l'hédonisme érotisant d'aujourd'hui. J'y arrive. Quelques-uns d'entre nous, néanmoins, prisaient peu ces paradoxes platoniques. Et à travers nos rêves renouvelés d'Alexandrie, agitaient parfois la torche des dieux souterrains. Underground, on dirait aujourd'hui, qui éclaire l'ombre un instant de ces traînées d'étincelles. Cette génération, celle de Nerval, qui ont eu tous leur papa dans la grande armée. Nerval, son père était médecin dans la grande armée. C'est ça que sa mère est morte si loin. Et qui, eux, sont les princes des cafés. C'est comme ça que Musset s'appelait par autodérision. Je suis le prince café. Il y a un décalage. Et si on avait trouvé une solution historique, il n'y aurait pas ce malaise, ce mal du siècle. Je reviens, une solution c'est une solution, un compromis n'est pas une solution. C'est une manière que de différer le retour du carnage final. Donc, c'est surtout pour ça que je fais cette référence à Nerval, parce que il faut pas, c'est pour dissuader l'actant contemporain de céder à l'illusion esthétisante qui a été celle de cette génération, comme ça avait été celle des romantiques allemands. Et car c'est pour ça que j'y tiens beaucoup, c'est sur ce mode d'expression esthétique que le statu quo capitaliste continue d'exercer, peut exercer cette séduction, pour en parler comme Michel Bouscard. Il sait à qui il a affaire. Je pense à Jean Vitold, on l'a oublié maintenant, mais c'était un critique musical à l'époque où France Musique n'existait pas.
mais qui assurait l'émission de musique classique sur Radio France. Et à l'époque, Jean Vittol, qui est mort depuis longtemps, qui est juif bien sûr, raconte une anecdote du camp, je crois qu'il avait été Bergen-Belsen, où il avait été déporté. Il dit on était gardé par un SS qui nous surveillait, un jeune SS qui jouait tout le temps en nous gardant les partitas pour violoncelle de Bach. Et pas pu m'empêcher de lui dire qu'il fallait un dièse là où il faisait un fa bécard. Et il m'a regardé courroucé, parce qu'on n'avait même pas le droit de parler au surhomme, hein, je veux dire. Et puis après, il y a eu une liaison, on a parlé musique, il me demandait des tuyaux. Voilà. Alors que la génération d'aujourd'hui, je pense, les gauchistes et trotskistes croient tous que mon beauf est un ignare, moi je suis de gauche et cultivé, et en face de moi, il y a un facho à la nuque épaisse, aux cheveux ras. Qui se délecte de sites gothiques scandinaves ou qui glorifient l'Atlantide et qui veulent la mort du judéo et des judéo-moscovites, pour parler comme les gens qui sont au pouvoir à Kiev actuellement, comme ils parlent des pro-russes, quoi, le pouvoir judéo-moscovite. Un avatar du judéo-bolchevisme, sans doute. Et l'avantage avec Nerval, c'est qu'il est allé jusqu'au bout de cette illusion, et donc il en peut en exprimer la limite. Et donc il me sert un peu d'immense raisonnement par l'absurde. Il faut revenir à l'effort théorique déployé par Rousseau. Hein, comme dit Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Il faut faire ce long détour refondateur, sans se laisser avoir par la nostalgie. Et c'est pour ça que je tiens à ce texte, parce qu'il y va apparemment, dans la mesure où il y a un passé singulier, je reprends mon fil à ce moment-là et je termine là-dessus, et en fait c'est un passé collectif qui lui saute au visage tout le temps. On comprend mieux maintenant les allusions aux batailles qui se sont déroulées dans le pays, le fait qu'il ait plein de cadavres dans les champs sur lesquels il marche. Pourquoi, chaque fois qu'il arrive à une église ou un machin, il ne peut pas s'empêcher de regarder dans le cimetière l'identité des plaques tombales, et qu'il y a tout un poids de passé collectif là, et enfin bref, ce n'est pas que mon roman personnel qui a fait ce que je suis, il y a un roman collectif. Il y a un contrat social qui resterait abstrait et qui ferait abstraction de ce passé-là, sera condamné à l'échec. Il faut donc assumer le fait que nous soyons résultat d'un devenir. Et revivre avec la dimension sans doute la plus occultée par le monde contemporain, c'est la dimension historique. J'ai l'air de jouer au paradoxe, on a l'impression au contraire que ce qui caractérise la modernité, c'est le fait que l'histoire soit montée au zénith des sciences humaines. Pas du tout. Pas du tout. C'est quand même significatif qu'en dehors des sciences dites dures, des sciences de la nature, pour parler clair, je veux dire, qu'à ce corpus-là, on oppose les sciences humaines ou sociales. J'aime bien les débats qui ont lieu entre les deux. On les comprend très bien, mais je vois le dérisoire de l'enjeu par rapport au vrai enjeu qui est caché, et qui consiste dans le fait que dans les deux cas, on est censé parler de science. L'arnaque n'est pas d'en savoir si ce sont des sciences humaines ou des sciences sociales. Il faudrait savoir qu'on parle de science. Circuler, il n'y a plus rien à voir, la recherche est terminée. Il n'y a plus que la recherche scientifique. D'une part, et ça me fait penser à la boutade sérieuse de Gluskar, lorsqu'il me disait que les sciences humaines sont apparues pour verrouiller l'essor du marxisme naissant. Ce qui chronologiquement est incontournable, même si une corrélation n'est pas une cause. Mais tout de même. Donc, pour ne pas recommencer cette situation lamentable où nous nous trouvons, où on a affaire soit à un escapisme qui ne prend même pas les mêmes risques qu'un Nerval, qu'un Rimbaud, qu'un Van Gogh pour quitter la littérature, qui ne prend même pas le risque de l'aventure esthétique vécue jusqu'au bout, qui se termine aussi par des carnages, par la folie ou le suicide, ou les deux, dans le cas de Nerval.
Donc cette situation lamentable qui nous propose soit d'être un grand créateur, mais qu'on envoie au casse-pipe, ou d'être une référence importante dans les sciences humaines, ou le néopositivisme ou l'idéalisme escapiste. Tragique situation. Voilà pourquoi j'ai fait ce retour à un moment où on ne parle pas de sciences humaines, on parle encore d'histoire, avec Marx. Et le texte de Nerval, je l'ai pris parce qu'il nous ramène à ça. Il nous ramène à un Rousseau qu'on néglige. On prend Rousseau pour une espèce de... Ben, Rousseau, quel rapport? C'est pas dans les sciences historiques qu'il s'est illustré, hein. C'est dans les sciences de la rigueur, philosophie politique, ou l'histoire du droit politique, du droit positif. Taratata. Lorsque dans le contrat social, Rousseau dit « La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués », et toujours sur ce même chapitre d'esclavage, quand il dit « S'il y a eu des esclaves, s'il y a aujourd'hui des natures serviles », parce qu'il commente Aristote qu'il y a des hommes, visiblement, qui sont nés pour commander, d'autres qui sont nés pour obéir. Comme s'il y avait des natures, dans nature il y a naître, c'est pour ça que les écologies aiment tellement la nature, parce que tout est joué dès la naissance dans ces choses-là. Il y en a qui sont nés pour commander, qui sont nés pour obéir, c'est dans les gènes, on dirait aujourd'hui. Hein. Comme Sarkozy, quand il avait dit, il faudrait voir, hein, les adolescents qui se suicident si c'est pas dans leur gène, hein, parce que c'est pas clair encore tout ça. Chef d'État français, ce serait un chercheur, un scientifique, exprimer l'opinion, pourquoi pas dans un débat. Il y a 40 ans, le vote était d'extrême droite et on l'aurait chassé du laboratoire. C'est un chef d'État. Et pas de l'Allemagne des années 30, de la France. Bon, donc, au lieu de cela, Rousseau dit, s'il y a des esclaves par nature, c'est qu'il y a à l'origine des esclaves contre nature. Il rétablit la dimension historique. Si on en est là, c'est parce qu'il s'est passé des choses. Et donc, des choses que nous avons faites. Et je le cite, dans les 1000, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Ce qu'on a posé, on peut le déposer. Ça, c'est moi qui ajoutant. Tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable, il dit, que ceux qu'imprime la nature. Et il est vrai que la loi par laquelle la Terre oblige la Lune à tourner autour d'elle-même n'a pas beaucoup changé, cette loi-là. Hein. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature, et c'est la chute de ce passage dans les 1000, et la nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. Ça, c'est nous qui l'avons fait, donc on peut le défaire. Bon sang! Revenir à cette source-là. Pourquoi ce long détour par un poète, et un poète plus rêveur emblématique, pour exprimer des choses, des enjeux historiques, aussi concrets, sociaux, politiques. Un peu pour faire honte à la manière dont le statu quo politique actuel verrouille la situation. Je fais allusion ici, enfin pour moi le principal verrou qui empêche l'opinion d'un chacun. Il ne faut pas se battre seulement contre quelques personnes qui sont. C'est je l'appellerais l'écologisme, pour bien distinguer de l'écologie. Alors je vais être clair sur les termes. Si l'écologie, c'est la lutte pour la défense de l'environnement, moi je suis aux premières loges. Et à mon avis, je ne serai pas le seul et tout le monde sera d'accord. Qui est-ce qui... J'ai jamais vu quelqu'un me dire, moi j'aime bien vivre dans un mauvais environnement, malsain et délétère. C'est des conneries, ça. Tout le monde cherche à avoir le meilleur environnement possible, chez soi, à l'extérieur de chez soi, c'est pas... Mais non, ce n'est pas la défense de l'environnement, c'est la défense de la nature dans le discours dominant. C'est l'arnaque fondamentale de l'époque où nous vivons. Et c'est ça qui pour lequel moi je mettrais un signal d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a une classe moyenne qui est qui est piégée ici dans la niche écologique,
et qui constitue l'essentiel des classes dominantes, en gros, actuelles, y compris au niveau mondial. Et ce que je dis est aussi bien valable pour un banquier malaisien, hein, même si la majorité, bien sûr, de ceux qui illustrent cette position sont les bourgeoisies euro-américaines, et n'empêche que ça peut se trouver ailleurs, loin de là. Dans n'importe quel establishment, comme on dit, et où que ce soit sur la planète. Mais une manière de dire, voilà, moi, ma résidence secondaire, elle est exactement comme je voulais, et puis voilà qu'on va construire un McDo à 1 kilomètre, ou il n'en est pas question. Voilà. Il y a un côté conservateur et actionnaire qui est assez vu, c'est défendre bec et ongle son environnement. J'ai vu, moi, je n'invente pas des hypothèses, je caricature rien en me promenant, en revenant d'Allemagne, en passant par les Vosges, pour changer un peu. J'ai vu sur une banderole, oui à la nouvelle bretelle d'autoroute, mais pas par chez nous. C'est extraordinaire, ça. Je ne suis pas protecteur de cet environnement-là. C'est-à-dire le maintien d'un statu quo de privilégier bien ou mal acquis, ça, pouvoir dossier par dossier. Ah oui, c'est intéressant si on mettait un panneau sur chaque grande propriété luxueuse, un peu comme on met le conseil général à mi-temps, la ville à mi-temps, l'État à mi-temps, si on mettait fortune accumulée grâce à 1 million de morts en Angola, 600 000 au Vietnam, ou 2 millions plutôt, et en Algérie, ce serait pas mal non plus, quoi, je veux dire, ce serait vente d'armes, bref. On ne va pas essayer de faire la répartition de l'argent propre et de l'argent sale dans les banques les plus vénérables. Les banques elles-mêmes, vous le savez bien, ça défraie l'actualité financière depuis le début de la crise actuelle. Les banques elles-mêmes, elles n'arrivent pas à faire leur bilan, à faire la part de leurs créances pourries, douteuses, et de leurs avoirs solides. C'est quand même intéressant. Bon, ces gens qui nous donnent des leçons de compta. Et quand je parle du verrou écologiste, encore une fois, s'il s'agit de défendre l'environnement, je suis aux premières loges. S'il s'agit de défendre la nature, vous ferez sans moi. Or, l'arnaque, elle est là, elle est dans ce glissement. Et à chaque époque, le pouvoir s'est toujours prévalu de la valeur nature pour justifier le statu quo. Dans la préface à Phèdre, Racine, pour se justifier d'avoir fait une petite entorse à la donnée de son prédécesseur Sénèque, qui avait écrit une pièce sur le même, ici, sur le même sujet, il avait dit oui, enfin chez Sénèque, on a la tradition, c'est Phèdre qui calomnie son beau-fils auprès de Thésée, mais là je préférais que ce soit la servante qui fasse cette calomnie, parce qu'une princesse, par nature, dit-il, la calomnie est une chose trop vile pour être dans la bouche d'une princesse qui, de par sa nature, a des sentiments élevés, elle aime mieux sa place dans la bouche d'une servante. Voilà, il y a des natures faites pour commander, d'autres pour obéir. Pour obéir ont tous les défauts, dont la tendance à la calomnie. J'en veux pas Racine, il est homme de son temps, je ne fais pas d'anacronyme, je ne fais aucun procès. Heureusement qu'il existait, bon sang. Et qu'on a ces textes admirables. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est que son argument, c'est que c'est inné. Naître, N-A-T, N-A-T, nation. C'est ça qui est le verrou de notre époque. L'époque, il y a des verrous plus ou moins avant, il y avait le religieux, etc. C'est exactement la fonction qu'occupait la religion, au sens politique. Hein. La religion a d'autres fonctions, heureusement, c'est évident, mais vis-à-vis des pouvoirs. C'est la préservation d'un statu quo par la dissuasion de tout changement qui pourrait l'altérer. Je me rappelle que quand j'étais au Niger, un des pays les plus pauvres du monde, il y a des mines énormes de charbon dans le sous-sol, enfin il y a des mines, des ressources, mais là, il n'y a pas de mines. Et donc passer au développement, je ne pourrais pas exploiter. Combien de fois je suis tombé sur des experts, j'ai dit mais non, ça va troubler les équilibres écologiques. Impeccable. C'est l'aide au sous-développement. Donc je mets en garde la figure du carnage actuellement, de l'agressivité qui mène au carnage, elle est dans l'agressivité écologiste. Je suis très sérieux. Tu me diras, attends, il ne faut pas exagérer, je sais bien que c'est un côté un peu convulsé des fois, là, les ayatollahs verts. Mais enfin, ça va, c'est quand même pas les purges staliniennes. C'est pas le stalag, c'est pas le goulag. Cohn-Bendit, figure emblématique, mouvement écologique. Celui-là même qui disait
pendant la campagne sur le référendum sur la Constitution pour l'Europe, qu'il y en a marre du gaulo-communisme, phrase terrible. Qu'on soit anti-gaulliste, je l'ai déjà dit, hein, je le répète, parce qu'il faut le marteler, qu'on soit anti-gaulliste, mais d'excellentes raisons d'être anti-gaulliste. J'ai voté contre les partis gaullistes à l'époque à chaque fois. Qu'on soit anti-communiste, il peut y avoir d'excellentes raisons, enfin que je respecte. Qu'on soit contre les deux, c'est le programme de Pétain par contre. Hein. C'est le wanted sur les affiches de Vichy. C'est déjà plus troublant. Et puis le dit lui-même, hein, libertaire en 68 et libéral en 98, pour faire une symétrie des années. C'est à ce moment-là qu'il l'avait dit. Donc quand je vois les tendances qui se réclament de ces points de vue qui se veulent radicaux et qui sont en fait encore les piliers du statu quo, je le répète, je maintiens que le sentiment écologiste est lourd des carnages qui nous attendent. Parce que mais ça nous met objectivement en position d'hostilité vis-à-vis de tous ceux qui veulent se développer. Je ne vois pas de quel droit on interdirait 1,2 milliard de Chinois d'avoir le même niveau de vie que le nôtre. Ou même, alors il y en a qui leur interdisent d'en arriver même au quart, sinon on ne respirera plus, la planète c'est foutu. Ça veut dire quoi? Que nous on s'est éclaté pendant 3 siècles et qu'on va interdire maintenant 1,5 milliard de Chinois? On va prendre les gens pour des idiots. Surtout que le progrès dans l'histoire, il a toujours été écologique. Ça aussi, c'est parfaitement occulté. Je veux dire que lorsque c'était que le charbon de bois qui était la ressource d'énergie principale, si on avait continué au charbon de bois, après on est passé à la houille, au charbon qu'il y a dans les mines de charbon. Ben, je suis encore loin du pétrole, du gaz et du nucléaire. Mais en restant même au charbon, et même au charbon de bois, si on avait continué au charbon de bois, donc le stade plus primitif du développement énergétique, il n'y aurait plus un arbre sur la planète, avec tout ce qu'on consomme comme industrie, comme énergie aujourd'hui. Donc c'est bien d'être passé au charbon, c'est bien d'être passé au pétrole, puisqu'il faut à peu près, c'est un rapport de 1 à 7 de quantité de pétrole pour obtenir ce que 7 fois plus de charbon donne. Et quant au nucléaire, n'en parlons pas, puisqu'avec à peu près ça, l'uranium enrichi, on peut donner de l'énergie à tout Paris. Donc voilà, je voulais ajouter ça. Au lieu de saisir, en temps de crise, nous y sommes, une occasion de renouer avec la conscience historique, qui a été celle de tous ceux qui ont fait les avancées qui nous ont précédés, Révolution française, Front populaire, Libération. Au lieu de cela, on a aliéné l'histoire en nature. On a mis l'histoire entre parenthèses. On a fait comme Ulysse, on croit qu'on a éludé le carnage, puisque je suis dans les bras de Calypso, dans une île bien loin d'Ithaque.